Avant de parler du mythe universel du bar, nous allons faire un tour d'horizon de cette figure dans les cultures où il a existé et parfois existe toujours. Les quelques variantes d'une ère géographique à une autre présentent également des points communs que nous examinerons. Une recherche rapide révèle que le barde est présent partout dans le monde. Le barde que nous abordons aujourd'hui est un nomade éternel ambulant et qui apparaît à plusieurs grandes familles ethniques européennes, troubadours et trouvères, turcs, achiques, bakshi, akin, manashi, romani ou don, gitans, arabes, subsahariennes, japonaises et chinoises. Dans un livre illustré intitulé La Chine, mort, usage, costume, art et métier, écrit au XIXe siècle par D.B. Malpierre, l'écrivain français représente un musicien ambulant chinois qu'il appelle le troubadour chinois, l'orphée voyageur et enfant privilégié du ciel. En commentaire de l'image, il note que celui-ci chante en s'accompagnant d'une sorte de guitare. Il ajoute le nom des autres instruments utilisés uniquement en Chine ou ceux ayant ailleurs leur analogue comme le luth et la mandoline. Au Japon, il existe des groupes de musiciens ambulants nommés biwaoshi, dont les membres étaient en général aveugles. Ils étaient connus à la fois comme des prêtres aveugles en raison de leur code vestimentaire et leur crâne rasé. Cependant, en réalité, ils n'étaient pas de prêtres bouddhistes. Cette tradition des bardes aveugles se trouve aussi en Ukraine, connue au nom de kobzarstvo, si je prononce bien. Les baouls, les fours en Bengali sont des groupes de musiciens itinéraires qui parcourent le Bengale, autrefois en bateau, aujourd'hui souvent en train, en chantant des chants religieux, en mendiant pour assurer leur subsistance. Les baouls sont des hindous hétérodoxes qui ignorent le système des castes. Leur croyance est un syncrétisme indo-musulman. En Afrique occidentale, finalement, on ne devient pas griot, on est griot par des liens particuliers, pour citer le fameux slogan de ces bars africains. Chaque famille de griots se spécialise dans un genre de récit comme l'histoire du pays ou la généalogie. Le bar jouissait parmi son peuple d'une situation privilégiée, grâce à la dimension sacrée de la fonction bardique, possiblement issue de son origine chamanique, mais également grâce à sa sagesse et sa connaissance profonde. Cette position marginale et néanmoins respectée leur permettait de transgresser les normes dominantes de la société. Ainsi, même les groupes bardiques qui ont fini par perdre leurs privilèges ont néanmoins conservé cet orgueil de leur supériorité passée. Cependant, en parallèle de cette représentation glorieuse, une image négative se constitue surtout autour des bars d'origine romani, associant la délinquance et la prostitution. Dans les images de tziganes dans la littérature française du XIXe siècle, les origines de la naissance d'un mythe, Milena Fučíková nous rappelle bien que d'après l'Ancien Testament, les tziganes étaient considérés comme les descendants de Caïn, chassés et condamnés par Dieu à l'errance éternelle. D'autres légendes les considèrent comme les forgerons qui fabriquèrent les clous de la croix de Jésus. Mais cette aura sulfureuse ne se limite pas aux gitans, car les bardes russes, les escomorokhi, étaient parfois perçus comme les serviteurs de diable. Le rapide examen de cette anthologie des bardes soulève une question essentielle. Ces différents groupes bardiques entraient-ils en contact à travers des siècles? S'imitaient-ils les uns les autres ou héritaient-ils de leurs cousins itinérants? Avant de répondre à cette question, il ne faudrait pas oublier que l'étude d'un phénomène issu de la culture nomade est d'une autre nature que de celui d'une culture sédentaire. En absence des documents nécessaires, l'étude des mots pourront jouer un rôle important dans notre recherche.
En 1819, dans le livre Trésor des origines et dictionnaire grammatical raisonné de la langue française, Charles Pougin recense les hypothèses alors en cours sur l'origine et la définition exacte du mot barde. En examinant les étymologies proposées, latin, grec, arabe, celte, perse, hébreu, il montre bien les paradoxes et les confusions qui entourent ce terme au début du XIXe siècle. Je cite, « Si l'on en croit G. Egenolf, les bardes, les druides et les scaldes nettoient qu'une seule et même classe d'hommes qui furent appelés bardes chez les Germains et les Belges, druides chez les Gaulois, scaldes ou vates et varis chez les Scandinaves. Le savant Pépitou confond également les bardes avec les druides. Il poursuit plus loin, je crois aussi qu'Egenolf a eu tort de confondre ceux qu'on désignant sous le nom de vates ou varis avec les bardes et les scaldes. Les vates ou varis se mêlent de prédire l'avenir au lieu que les bardes et les scaldes se bornent à chanter les événements remarquables, les vertus, les faits des héros. Ces indécisions étymologiques ne sont pas propres aux termes qualifiant les bardes occidentaux, comme pour l'origine du terme troubadour ou les cas des bardes celtes cités par Pougin. On les retrouve également pour le terme achique signifiant amoureux, selon des racines arabes ou avestiques, ou encore pour le terme osan, employé pour nommer les chanteurs poètes turcs en Anatolie, dans le Caucase et en Asie centrale, et qui se trouve au centre d'un débat sur ces racines possibles dans les langues de l'ancien perse. Par ces discussions ne se limitent pas non plus à l'étymologie, mais pourtant portent aussi sur l'origine ethnique et l'influence culturelle et littéraire des bardes. Une partie de ces discussions est due au fait que les bardes, vus comme conservateurs et défenseurs de l'identité nationale, deviendront eux-mêmes un moyen pour la création de cette identité nationale en Occident et en Orient. Cependant, des recherches plus récentes ont éclairé un peu mieux ces points d'ambiguïté. Ainsi, selon le dictionnaire de la mythologie de la religion celtique, les druides sont présentés par les classiques comme des philosophes, des prêtres, des chantres d'hymnes, des poètes. Le mot druide signifie d'ailleurs celui qui sait fidèlement, qui a une vision vraie, certaine de la tradition de son peuple. La classe des bardes dans l'institution sociale panceltique est chargée du chant, de la louange et de la satire comme moyen de la régularisation sociale. En Irlande, le barde s'est appelé le fil, les filites sont chargés de l'histoire, de la mémoire, de la généalogie, de droit et histoire, voire de la médecine. En tant que sages, les filites s'organisent en une hiérarchie composée de 7 degrés qui démarre avec le statut d'apprenti pour arriver au sommet en tant que savant. Marc Coistin, dans la tradition magique des Celtes, une voie occidentale de l'éveil, complète ces définitions en ajoutant que les druides jouaient le rôle d'instructeurs et de conseillers des rois. Ils choisissent un élève apprenti, un marcassin, celui qui, après avoir reçu un enseignement oral, deviendra, selon ses aptitudes, barde, c'est-à-dire un poète, un artiste, ou un ovate, c'est-à-dire un scientifique, un médecin. Les bardes de l'Orient partagent quelques aspects communs avec cette représentation des bardes celtiques. Ce sont des sages qui font preuve d'une grande connaissance de l'histoire et de la culture de leur peuple. Cette sagesse se transmet grâce à un système de maître-apprenti, et comme les druides et les fils, ils obtiennent le titre pire d'aider en atteignant un niveau ultime de sagesse qui se rapproche de la sainteté. Yashar Kemal, dans sa préface au livre de Dédé Kourkot, rappelle que la vie des bardes kurdes était nimbée de légendes et que les bardes d'Anatolie, comme les achiques, étaient considérés comme des inspirés divins. Sans oublier que Hesychius rapproche les bardes des Aèdes grecs, déjà on a parlé.
En 1920, dans Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western India, James Todd, les bardes indiens rappellent aussi les bardes celtes. Excuse my English, mais le barde indien est ainsi considéré comme le déteneur du trésor oral de l'histoire de son peuple. Il est à la fois l'enseignant et le conseiller des gouvernants et accomplit les mêmes fonctions religieuses et culturelles que les druides et les bardes celtes. De plus, selon Todd, une ressemblance d'ordre linguistique prouve l'origine commune de bardes européens et de leurs homologues indiens. Bards may be regarded as the primitive historians of mankind. Je censure les deux autres pour ne pas dépasser le temps. Je cite, in the sacred bardai of the Rajput, we have the bard of our Saxon ancestry, those reciters of warlike poetry. Un autre point commun entre les bardes et les ashiks est la compétition poétique nommée en gallois imrisson, un moteur essentiel de l'activité des bardes. Afin de rester dans le cercle de leur profession et de défendre leur réputation, les ashiks participaient à une sorte de duel verbal nommé Deishma. L'Aïtish est un concours entre deux ou parfois plusieurs Akins, Kirghizistan. Les Akins sont debout ou assis à une certaine distance et se donnent les répliques à tour de rôle dans un duel de chansons et poésie pendant plusieurs heures, tout en s'accompagnant du commus leur instrument musical. Cette petite étude étymologique révèle encore plus les similitudes de représentation lexicographique du barde autour du monde. Les épopées et légendes héroïques transcrits à partir d'une tradition orale est l'un des points communs les plus importants dans la formulation de l'archétype du barde. Dans plusieurs de ces épopées, en effet, le barde apparaît comme le héros principal de l'histoire. Selon un modèle présenté par Milman Parry et Albert Lohr dans les années 1930, à l'occasion d'une recherche sur les bardes serbo-croates, ceux-ci, loin d'apprendre par corps les épopées qu'ils récitent, les recréent à chaque exécution et inventent un chant nouveau. De ce mode va naître dans le monde anglo-saxon la théorie orale formulaire qui postule que tel ou tel grand texte de la littérature universelle avait en réalité été pris sous la dictée de bardes composant à la manière des chanteurs serbo-croates. Cette théorie envisage également le texte homérique comme l'œuvre d'être semblant aux bardes serbo-croates. En 1841, dans l'histoire des langues romanes et de leur littérature depuis leur origine jusqu'au XIVe siècle, Bruce White trouve une ressemblance frappante entre les romans chevaleresques de toute l'Europe. Il ne nie pas l'influence de différents peuples sur la fiction romantique, comme celle des bardes gaulois et bretons, des Goths, des Normands et de leurs Skaldes, et même des Arabes et des Maures, mais il estime cependant que contre toute probabilité que les uns ou les autres aient pu exclusivement répandre ce même genre de fiction dans toute l'Europe. Afin d'expliquer cette unité, il présente l'hypothèse d'un aïeul commun, un esprit général de la chevalerie qu'il trouve par exemple dans les triades les plus anciennes du pays de Galles. H.P. Paxoy et Ainan diffusent une idée similaire concernant le genre de dastan, c'est-à-dire l'histoire orale racontée par les bardes de l'Asie centrale et les ashiks. Selon Paxoy, le voisinage entre les peuples altaïques turcs, indiens et iraniens pendant des siècles a entré des influences réciproques qui se sont exprimées entre autres dans la création de ce genre. Inan va plus loin en proposant l'idée que toutes les œuvres altaïques qualifiées de dastan ne représentent en fait qu'un fragment d'une mère dastan, celui de Auguste Caran. Et finalement, cette petite rétrospective sur la thématique de barde, construite du point de vue étymologique, historique, anthropologique et littéraire, nous montre bien que la représentation des bardes à travers les cultures tend vers une universalisation fondée sur des traits caractéristiques similaires. Le barde reste une figure problématique,
est paradoxal, héritier d'une culture ancienne, nomade et orale, et en manque de documents écrits, il est bien difficile de résoudre les paradoxes autour de cette figure afin de lui donner une définition sans ambiguïté. Comme l'indique bien Yves Vadé dans son livre Pour un tombeau de Merlin, dans une telle situation, c'est une approche mythocritique, selon la définition de Gilbert Durand, qui pourrait nous aider à comprendre ce phénomène humain qui aboutit à la création d'un archétype du barde. Une analyse de deux légendes, l'une occidentale, celle de la naissance de Talissin, si je prononce bien, ou Talissine, de l'autre orientale, la chute des anges, pourrait nous donner une image plus claire de l'archétype de barde. Keridwen, la déesse magicienne, eut 3 enfants, dont l'un était un monstre d'une grande laideur. Afin de lui permettre de mener une vie sociale, elle fabrique une potion magique pour le ramener l'homme le plus sage. Je résume ces deux légendes parce que pour préparer cette potion magique, la déesse embauche un nain, ou on dit un enfant, et un vieux aveugle pour préparer cette potion pendant 1 an. Et vers la fin, 3 gouttes de cette potion tombent sur la main de ce nain et par hasard, il le boit et il devient sage. Il acquit toutes les connaissances du monde. Et puis, la déesse fâchée, il commence un jeu poursuit des métamorphoses. Vous vous souvenez des dessins animés de Merlin peut-être. Et finalement, après métamorphose vers différents types d'animaux, le garçon devient ingrat et la déesse sorcière est un poule et il l'avale. Elle tombe enceinte, après 9 mois, elle donne naissance à un fils qui le laisse, ne le garde pas, et ce fils devient le premier barde qui s'appelle Talissin. Deuxième légende, la chute des anges, qui a une origine dans l'Ancien Testament, dans les livres talmudiques, je pense, mais dans le Coran aussi c'est cité. Il y a 2 anges, Harot et Marot, qui se sont venus vers la terre pour enseigner la magie aux êtres humains. Ils rencontrent une belle femme qui s'appelait Zohré, et cette femme mariée séduit ces 2 anges en mettant des conditions, et ensuite elle vole le nom sacré, le grand nom de Dieu, et la punition, les 2 anges dans un puits renversé jusqu'à la fin du monde, et Zohré métamorphose en astre Zohré pour la punition. Et Vénus. Vénus, exact. À première vue, il n'y a pas de point commun entre les 2 légendes. Pourtant, le pivot central des 2 légendes, le chaudron dans le premier et le nom secret de Dieu dans le deuxième, ont une fonction analogue. Le chaudron contenant le liquide magique, comme le Graal, la boîte de Pandore, la pomme d'Ève et finalement le nom secret de Dieu, est un moyen d'accéder à la sagesse, mais par le biais d'une transgression. Les 3 mythèmes principaux se forment autour de 3 concepts de la transgression, de la sagesse et de la métamorphose. Mais tandis que dans le premier récit, la présence du barde est explicite, dans le deuxième, il n'y a aucune trace d'un barde ou même de musique. Or, Zohré est l'équivalent de la déesse européenne Vénus et de la déesse perse Anaït. La déesse de l'amour dans la littérature persane apparaît toujours sur les traits d'une musicienne chanteuse, Zohré Yakhunyagar. Mais d'où vient cette histoire? Son homologue indien, Saravati, est une déesse aquatique de la sagesse et de la musique. De plus, dans l'astrologie ancienne, Vénus est également associée à la musique, d'après les informations données par M. Barry. En conclusion, afin de mieux définir l'archétype de barde, on pourrait réordonner son image autour des 3 notions de la transgression, de la sagesse et de la métamorphose. Ainsi, les diverses manifestations bardiques autour du monde, à toutes les époques, ne représentent que de multiples métamorphoses de ce barde primordial Talissin,
celui qui, par le biais de la transgression, a volé le faux de la sagesse du sommet de l'Olympe. Révolté face au pouvoir de Dieu, il continue à résister au pouvoir terrestre par le biais de la transgression, de son fin amour, contraire aux morts de la société, de sa satire. Sa sagesse est ce qui protège l'identité de son peuple et guide ses gouverneurs, mais avant tout, embarque et le chantre de l'amour et de la liberté, emblème de tous les fous de l'histoire. Merci beaucoup. Oh, magnifique.